Voilà, ça démarre. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est 3D en fait. Vous allez voir que créer un canvas en 3D, c'est quelque chose de très simple avec P5JS, puisqu'il va simplement falloir passer un seul paramètre à notre fonction créer de canvas qui va lui indiquer qu'on va rajouter finalement une interface ou en tout cas une profondeur. Donc on va passer d'une représentation 2D et donc d'un repère 2D qu'on a utilisé tout au long du semestre, hein, avec une origine, un axe X et un axe Y. Et bien là, on va se retrouver avec un axe Z qui va pointer vers nous. Donc on va voir quelles sont un petit peu les différences, ce que ça implique, et notamment quand on crée un canvas en 3 dimensions, l'origine du repère par défaut va changer. On va plus être en haut à gauche de l'espace, enfin en tout cas du canvas, mais on va se situer par défaut au centre. D'accord. Donc le 0, l'origine, enfin les coordonnées 0, 0 se situeront au centre, donc ce qui change un petit peu la représentation, hein, puisqu'on peut avoir maintenant par défaut des coordonnées négatives, mais tout ça, on avait exploré ça quand on avait fait notamment les transformations, si vous vous souvenez. Donc ça, on va revoir ça, les transformations. On va réutiliser aussi un petit peu la fonction. Alors, j'ai toujours des doutes, ce que je vois avec vous, ce que je vois avec l'L3, mais on va voir ou revoir la fonction map aussi. Donc, c'est une fonction qui nous permet de faire des règles de 3, hein, un map. Donc, on va voir ça pour traduire ou en tout cas transformer les coordonnées souris en angle de rotation. Donc, ce qui nous permettra, c'est simplement, vous allez voir, de faire pivoter nos objets ou nos représentations en 3D. Et puis enfin, donc une fois qu'on aura exploré un petit peu les fonctions basiques de processing de P5JS, on appliquera ça à nos particules. D'accord. Donc on va les plonger plutôt que d'être en 2D, ce qu'on avait étudié enfin il y a 2 semaines déjà. Ça, on va le projeter en 3D et on verra comment bien représenter nos particules, non plus maintenant par des pixels ou des ellipses avec un certain diamètre, mais là, on s'amusera plutôt à les représenter par vous allez voir, des objets 3D, donc des cubes, des sphères, et on se permettra même de rajouter un petit peu d'éclairage dans la scène. Voilà, donc on va faire tout ça. Puis voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous donner voilà, ici les clés un petit peu de compréhension de la 3D avec P5JS. Alors, on va pas repartir. Alors, attendez, peut-être, tiens, oui, peut-être avant de commencer, je vais sauvegarder un sketch en fait qui va nous permettre. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû le préparer hier soir. Je vais préparer un sketch en fait simplement qui va nous permettre de dessiner les axes en 3 dimensions. Donc ça permet vraiment de bien se figurer un petit peu l'origine du repère et puis dans quelle direction pointent les axes X, Y et Z. Donc je vais profiter, hop, open. Alors je vais dupliquer ça et on va faire plutôt 3D template. Voilà, je vais vous passer ça. Donc, c'est ce que j'ai fait un petit peu cette année avec les L3 pour faciliter un petit peu disons, les développements. J'ai créé une petite série de fichiers que j'ai placés sur le serveur ici, licence designbordeaux.fr. Donc, vous voyez, c'est un Laxis U6. Et en fait, c'était des petites fonctions utilitaires qui servaient à représenter des choses, donc qui n'étaient par défaut pas disponibles dans le processing, hein. Donc, vous vous souvenez, les librairies, c'est des codes, ou en tout cas, c'est des fichiers externes qu'on peut venir charger. Et on a accès comme ça à une série de fonctions. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, j'ai juste, donc si on regarde ce fichier, vous allez voir, il y a juste une fonction qui s'appelle drawAxis. Et drawAxis, c'est une fonction qui va nous permettre simplement de dessiner les axes. Voilà. Donc je vous sauve ça, puis je vous passe ça. Alors je vais les laguer. On va rester simplement. Voilà. Ici, avec le Create Canvas, j'élague ça. Et puis, je vous passe
Voilà, je vous passe l'adresse. On y va. Hop, je vous le mets dans le chat. Et bah tiens, je vais le rajouter tant que j'y suis, je vais le rajouter sur le GitHub. Je vais éditer ça. Voilà, template. Alors ça, c'est plutôt le template des particules 3D. Et on va faire, voilà, template. On va faire une liste. Tac, tac, et template 3D tout court. Je vais, voilà, le récupérer ici. Voilà, comme ça nous permettra d'avoir cette fonction et puis ça permet de mieux se représenter les choses. Voilà. Hop, normalement, c'est bon. Voilà, vous pouvez aller voir là, si vous voulez. Je vous mets ça dans le chat aussi. OK? Alors, on va y aller. Bon, voilà, on se retrouve, hein, toujours pareil avec cette structure qui s'organise autour de deux fonctions principales, deux gestionnaires principaux, hein. Donc, le setup et le draw, un setup, ce qui permet de créer notre espace de dessin initialisé une seule fois, et le draw, donc la boucle de dessin, qui est appelée 60 fois par seconde et qui permet de faire du dessin de manière continue et animée et interactive. Alors, donc, vous voyez, on a cette fonction ici, create canvas 500-500, et on va lui rajouter ici, donc on va rajouter ici, eh bien, un mot-clé qui s'appelle WebGL, tout en majuscule. Et vous voyez que Processing le considère comme un mot-clé qui est reconnu, hein, donc à ranger un petit peu aux côtés des mots-clés type MouseX, etc. Donc là, c'est WebGL, ce qu'on appelle une constante, c'est-à-dire c'est une variable en fait qui est associée la plupart du temps à un chiffre, un nombre entier, et qu'on va pas faire évoluer, d'accord? C'est pas une variable. Donc ici, WebGL, en fait, c'est un mot-clé qui dit que on va transformer notre canvas, on va lui donner une certaine profondeur. Donc WebGL, en fait, c'est une interface qui permet d'accéder aux fonctionnalités de la carte vidéo. C'est un standard qui s'est développé dans les navigateurs à partir de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois à partir de 2006 ou 2007. Alors, on va aller regarder sur Wikipédia si la date. Ouais, 2001, ouais, 2009, ouais, donc on va dire, allez, ça fait une dizaine d'années que c'est un standard qui est développé, hein, donc accéder aux ressources matérielles de l'ordinateur depuis le navigateur, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très évident donc avant cette période. Et puis, avec l'avènement notamment de Firefox et des standards libres, s'est développé donc cette interface ou cette librairie donc qui fait le pont entre la programmation en JavaScript, donc ce qu'on fait, et l'accélération matérielle. Et donc se sont développés bien forcément tout un tas de librairies. Et je vais vous montrer donc écrit et qui repose donc sur cette librairie WebGL, hein, donc qui est une interface de programmation. Donc on peut utiliser des fonctions qui s'adressent directement à la carte graphique. Et parmi les librairies les plus connues qui sont construites donc sur cette interface de programmation, je peux vous montrer cette librairie qui s'appelle 3.js, qui est devenue un peu la librairie standard voilà, de manipulation de scènes 3D dans le navigateur, et donc qui est maintenue qui a été créé plutôt par un seul développeur qui s'appelle Mister Doob. Alors, on peut aller voir. Voilà, c'est lui qui est vraiment l'architecte de cette librairie. Voilà. Voilà, donc Three.js, c'est vraiment le standard, donc ça permet de faire des choses relativement étonnantes, hein, dans le navigateur. Donc là, vous avez une sélection de sites qui utilisent cette librairie. Et je peux vous montrer rapidement quelques exemples ici. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. On peut charger des scènes
qui ont été fabriqués avec des logiciels 3D pro, hein, type Blender ou Cinema 4D. Voilà, donc tout ça, ça gère, cette librairie gère assez facilement ben voilà, des séquences 3D. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous montrer, peut-être ça. Voilà. Et donc P5JS définit une interface de programmation, alors qui est beaucoup plus simplifiée que ça, hein, évidemment. P5JS donc permet d'accéder directement aux fonctionnalités de WebGL, donc simplement en rajoutant ce mot-clé WebGL à la fonction createCanvas, donc qui sert à définir un petit peu l'espace de dessin à l'intérieur du navigateur. Voilà. Donc là, il y a des choses avec StreetJS assez étonnantes. Bah, nous, on va aujourd'hui, vous allez voir, on va dessiner des objets comme ça. Il y a quelques fonctionnalités qui permettent de dessiner des objets simplement, et on va utiliser ça. Voilà, ici, dessin de terrain, avec sélection de points, dessin de texte, voilà. Bon, il y a énormément de choses, beaucoup d'exemples dans cette librairie. Donc tiens, je vous le copie si vous voulez aller voir sur le site. Voilà, donc nous, on va retourner dans notre, hop, ici, dans notre sketch. Et donc, vous voyez que si on lance ici, voilà, donc si on appuie sur Run, donc il y a rien qui se passe, hein. On va peut-être rajouter, tiens, une fonction background ici, 220. La fonction qui nous permet de dessiner ici le fond de l'écran. D'accord? Donc, il y a rien qui change vraiment quand on crée un environnement 3D dans P5JS, si ce n'est. Et donc là, on va utiliser donc une fonction qui n'est pas définie dans Processing, mais qui a été définie dans la petite librairie externe, qui s'appelle donc drawAxis. D'accord? Et c'est une fonction qui s'attend à prendre un paramètre, donc qui va être la longueur des axes. Donc on va passer par exemple 50. Donc ça, c'est voilà, une fonction qui est définie donc, dans ce fichier-là, qu'on a chargé depuis la page HTML. D'accord? Donc on va dire fonction définie donc dans le fichier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je vais l'appeler comme ça, P5 3D Helpers. D'accord? Donc ça, tout ça pour dire que c'est pas une fonction de processing qui existe. D'accord? Donc si on regarde ce que ça donne, vous voyez que ici on se retrouve avec un dessin des trois axes. Donc on retrouve en rouge l'axe X. Donc, voilà, première remarque peut-être avant de parler des axes, vous voyez que sans que j'ai fait quelques transformations que ce soit, vous voyez que par défaut, les axes se dessinent à partir du centre de l'écran. Donc, ce qui veut bien dire que l'origine s'est déplacée ici en haut à gauche vers le centre de l'écran. Donc, l'axe des X, en général, ça c'est une convention, est représenté en rouge. L'axe des Y est représenté en vert. Donc, l'axe des X, un peu de travers d'ailleurs. Et ce qu'on voit ici, un point ou une sphère, pardon, un cercle bleu, donc c'est l'axe des Y qui va pointer vers nous. D'accord? Donc ça, on va le faire pivoter dans un premier temps pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une petite transformation qu'on va ici définir autour de l'axe des X. D'accord? Donc il faut bien se représenter ici cet axe des X et on va faire pivoter donc un objet comme si l'axe de révolution, l'axe de rotation, était l'axe rouge. D'accord? Donc ça, avant de dessiner les axes, on va appliquer donc un rotate X d'une. Donc, hein, vous voyez, c'est une nouvelle fonction qu'on voit qui a rapproché de la fonction rotate qu'on avait vue au moment où on avait vu les transformations. Et donc, rotate, ça s'attend à prendre bien un angle, donc de combien on va tourner autour de l'axe des X. Et ça s'attend donc à prendre un angle en radian. Mais nous, on va préférer donc travailler plutôt en degrés. Et on va donc ici, au moment où on démarre le setup, on va faire un angle mode degrees, d'accord?
Angle mode degrees, ça permet de définir que l'unité des angles que l'on va utiliser dans les fonctions qui travaillent avec des angles, eh bien, c'est le degré. D'accord? Donc, je vous rappelle, 180 degrés, c'est un demi-tour. 360, c'est un tour complet. Donc là, rotate X, bon, on va le faire tourner. Alors, je ne sais jamais quels sont les sens. Donc, on va essayer de le faire tourner vers nous. Il me semble que c'est bon, on va essayer une rotation positive. Donc, on va essayer une rotation de 30 degrés. D'accord? Donc, vous voyez, là, ça l'a fait tourner donc vers le haut, ce qui révèle un petit peu l'existence de notre axe Z ici, hein, qui est en bleu. Donc là, si je le fais tourner, allez, un peu plus, de 45, là, hop, vous voyez. Donc là, on a pivoté, voilà, de 45 degrés. D'accord? Voilà, donc ça permet de symboliser un petit peu les axes qu'on va utiliser. Donc là, on pourrait mettre, comme on avait fait, hein, tiens, on va pouvoir le mettre, on va pouvoir se mettre une variable dynamique. Donc on va peut-être pouvoir intégrer frame count. Donc frame count, hein, qui est la variable qui permet de compter combien de fois on est passé dans la boucle de dessin. Donc voilà, donc si on travaille avec 60 images par seconde, eh bien finalement au bout d'une seconde, on aura fait 60 degrés, ce qui est une rotation correcte. Donc on va faire ça, puis vous voyez que voilà, ici on fait donc pivoter, on pivote autour de l'axe des X. D'accord? Donc si on va à 60 degrés par seconde, eh bien normalement en 6 secondes, on a parcouru bien 360 degrés. D'accord? Voilà, alors bon, c'est très bien. On va dessiner notre premier objet qui va être une boîte. D'accord? Donc on va dessiner une boîte et on va accéder donc à de nouvelles fonctionnalités en processing. Donc la fonctionnalité box. Donc box, c'est une fonction qui va vous dessiner un cube si vous lui passez un seul paramètre, donc un cube avec une dimension. Donc si on passe par exemple box 100, il va dessiner un cube de 100 pixels, donc de large, de haut et de profondeur. Donc on va essayer ça. Et évidemment, il le dessine par rapport au repère en cours, hein. Donc on va essayer par exemple box, j'en sais rien, on va dire, allez, de 200 par exemple. Et donc vous voyez qu'on se retrouve donc avec un cube en 3D. D'accord? Donc vous voyez, c'est accéder aux fonctionnalités de processing en 3D, c'est ultra simple. D'accord? Donc, alors, pareil, processing, hein, ou P5JS considère que eh bien, une forme est constituée donc, de son remplissage, donc ici des facettes qui constituent l'objet, plus des contours. Donc, on va avoir accès eh bien, à toutes les fonctionnalités que l'on avait définies avec les fonctions 2D. Donc, notamment la fonction nofill qui va nous permettre de se passer en fait du remplissage des faces de notre cube. Donc le no-fill s'applique et là on dessine vraiment que les arêtes de notre objet 3D. Donc on peut, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va plutôt que d'avoir un frame count. Alors je vais couper ici la rotation rotate X. Donc je la mets en commentaire. J'aurais pu mettre rotate X 0. Voilà. Puis vous voyez qu'on se retrouve ici donc l'axe des Z. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que l'axe des Z vient vers nous. Donc on peut utiliser, alors ça c'est tout à fait possible, on peut utiliser la fonction translate aussi. Donc translate, ça va fonctionner pareil, c'est-à-dire que ça va déplacer l'origine du repère dans notre espace en 3D. D'accord? Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est notamment, eh bien, on a ce cube qui est positionné ici, et puis on pourrait se rapprocher. Donc ça, on peut faire aussi des déplacements. Donc ça déplace l'origine du repère. Et on va faire par exemple un translate 0, 0. Donc on ne bouge pas sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Par contre, on va se déplacer ici
d'une certaine quantité sur Z. Donc, par exemple, j'en sais rien, on va rapprocher de 50. D'accord? Vous voyez que le fait ici de rajouter une quantité, enfin, ou de paramétrer ici cette valeur-là, eh bien, on se rapproche du cube. D'accord? Comme si finalement, on allait rentrer dans le cube. Donc, je vais essayer 200. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur du cube. D'accord? Donc là, ce qu'on a vraiment fait, c'est on a pris le repère, donc qui est dans une certaine position dans notre environnement, et on l'a rapproché donc de notre œil, de notre câble, ce qu'on appelle la caméra. D'accord? Donc là, on rentre à l'intérieur du cube. Et évidemment, on pourrait, alors, je ne l'ai pas mis au bon endroit, mais le rotate, on pourrait le mettre ici. On pourrait le mettre ici. Donc là, si on était, alors, je vais me déplacer juste un peu, translate 250. Voilà, c'est comme si on était, là on voit bien nos axes, nos trois axes. Comme si on était à l'intérieur du cube. Peut-être essayer même pour ça. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment, encore une fois, déplacer. On déplace le repère de 300 unités donc sur Z, on se rapproche, et on fait une rotation. Donc là, on l'aperçoit bien autour de l'axe des X. D'accord? Donc vous voyez que l'axe des X, lui, ne bouge pas. En fait, il n'y a que l'axe des Y, donc qui est en vert, et l'axe des Z en bleu qui va pivoter. Ok, voilà. Donc je vais peut-être me remettre dans une position un petit peu plus confortable. Ici. Confortable, non, c'est plutôt voilà, une vision un petit peu globale des objets. Et donc, si on va dans la référence de P5JS, vous allez voir qu'on va avoir accès ici tout un tas de... Alors non, c'est pas ça, pardon. On va avoir accès à pas mal de fonctionnalités. Donc, on va pouvoir dessiner des cylindres, on va pouvoir dessiner des sphères, des cônes, on va pouvoir dessiner aussi des plans. Et je crois qu'on peut dessiner aussi des formes un peu plus complexes qui sont des sortes qui sont des tores, donc des sortes de donuts. Alors, on va aller dans la référence et puis on va explorer un petit peu ce dessin-là, ces dessins-là. Donc, je vais aller voir la fonction box. Voilà. Donc, ça, c'est dans la fonction 3D primitive. Enfin, en tout cas, dans le dossier 3D primitive. Et voilà, toutes les fonctions. Toutes les fonctions auxquelles on a accès par défaut. D'accord? Donc, on a le plan, la boîte, donc ce qu'on vient de travailler, la sphère, le cylindre, cône, ellipsoïde et le torus. Donc, je vous propose, on va tester, tiens, la sphère. Hop, donc on va revenir dans l'éditeur. Bon, je vais laisser le dessin des axes et on va dessiner ici une sphère. D'accord? Donc, sphère, pareil, on va lui passer, donc pour la sphère, on va lui passer un diamètre. D'accord? Donc, on va passer, tiens, allez, pareil, 200. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve ici avec une sphère. Donc là, on voit bien le phénomène de ce qu'on appelle de tessellation, c'est-à-dire finalement de création de facettes. Hein. Donc tous les objets 3D dans P5JS, et même en général en 3D, sont créés donc à partir d'une liste de points. Ces listes de points en fait sont assemblées en triangles, et ces triangles en fait forment un objet. D'accord? Donc c'est aujourd'hui les moteurs de 3D, de jeux vidéo, etc. fonctionnent sur ce modèle d'objets en 3D qui sont donc en grosso modo une liste de triangles. Donc ici on voit bien donc je fais pivoter. Je refais pivoter. Et, et donc ici, on va avoir la possibilité, alors pour les objets un petit peu complexes comme ça ou composés, de plusieurs facettes, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le détail de la sphère. Donc on va passer un sphère detail. Je pense que c'est cette fonction. J'ai un doute sur son nom. Sphère detail.
J'arrive pas à la trouver, mais je pense que c'est ça. Donc, on va lui passer ici un paramètre. Alors, je vais essayer ça. On va essayer ça, tiens. En sphère detail, ça marche pas. Detail is not defined. Normalement, c'est un paramètre qui permet de justement d'indiquer quelle va être la précision avec laquelle on va dessiner notre sphère en termes de nombre de triangles. Donc, je vais aller voir, je me souviens plus, sphère detail 5JS. Alors, ah oui, c'est avec processing, donc c'est pas avec P5JS. Sphère. C'est qu'on pouvait, apparemment non, on ne peut pas régler les vitesses, donc c'est pas ça. Bon, je pensais qu'on pouvait régler justement ce paramètre, mais apparemment non. Je vais aller voir quand même sur la. Ah d'accord, donc c'est d'accord. En fait, la fonction n'existe pas, sphère detail, mais on le passe, d'accord, en paramètre à la fonction sphère directement. Ok, bon, oui, ce qui est plus logique en réalité. Donc, ok, donc ça, pardon, excusez-moi, cette fonction, j'ai confondu avec processing tout court. Donc là, on va pouvoir passer en fait un paramètre. Donc, on va voir un petit peu les effets. Vous voyez que ce paramètre, en fait, il permet, voilà, de donner la précision avec laquelle ici on va avoir en fait le nombre de points sur le pourtour. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a, alors je vais peut-être diviser par 10 pour que ça aille moins vite. Vous voyez que sur le pourtour, grâce à ce paramètre 5 ici, on n'a que 5 points en fait sur le pourtour. D'accord? Et donc je pense qu'on va pouvoir passer le deuxième paramètre qui va être donc sur on va dire si on va du nord au sud, le nombre pareil de points. Donc on va mettre allez, que 5 points. Et vous voyez qu'on se retrouve ici avec une sphère, mais qui est une sorte de polygone un peu mal, enfin, taillé un petit peu à la hache. Hein. Donc pareil, c'est un petit peu comme le lion de Xavier Veillant à Stalingrad, donc un polygone avec très très peu finalement de triangles. Hein. Et puis ça va être ça, c'est-à-dire que plus on va avoir de triangles dans un objet 3D, puis plus il va consommer évidemment de ressources. Okay. Donc là, on peut passer ici hop, des paramètres peut-être un peu plus, voilà, un peu plus corrects. Donc par défaut, je crois que ça avait l'air d'être assez. On était plutôt vers 20, je pense, en termes de détails. On était à 20. D'accord? Donc on peut essayer de pousser un petit peu les paramètres. Hein. Là, ah, d'accord. Donc là, il me dit, bon, voilà, j'apprends aussi. Donc là, il me dit qu'en fait, on peut aller que jusqu'à 24. Donc c'est 24 le maximum. Déjà, ce qui pour une sphère est déjà pas mal. D'accord? Donc ça, voilà. Sphère, donc les trois paramètres, je pense, le diamètre, donc le nombre de vertex, de points voilà, sur l'axe des X, donc détail en X et détail. Voilà. Donc on va regarder aussi, bah tiens, on va explorer cette fonction, cylindre. Donc pareil, hein, cylindre, c'est une fonction, donc vous voyez, c'est des fonctions qui ont beaucoup de paramètres optionnels. Donc par exemple, cylindre, elle a tous ses paramètres optionnels. Et donc radius, bon, en général, c'est radius, donc pour un cylindre, ça va être le rayon de la base. Et sa hauteur, bah, ça va être la hauteur du cylindre. Donc pensez à une canette, c'est un petit peu ça. Donc on va essayer de dessiner. Je vais mettre ça en commentaire. Donc, premier paramètre, on a dit, donc, on a dit, alors c'est cylinder. Donc, premier paramètre radius, allez, 150.
Et deuxième paramètre, on a dit la hauteur. Donc on va dire, j'en sais rien, par exemple 200. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve avec eh bien, une forme comme ça. Donc là, pareil, on peut essayer de câbler des variables dynamiques, donc MouseX par exemple. Donc là, vous voyez qu'avec MouseX, on vient paramétrer vraiment eh bien, la base, donc le rayon de notre cylindre. Donc pareil, on pourrait câbler MouseY ici pour voir ce que ça donne sur la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est cylindre. Donc pareil, je pense qu'il doit prendre aussi en paramètre en fait finalement le nombre de points sur son pourtour. Donc, je pense que ça doit faire par exemple. Ouais, voilà. Donc ça, c'est détail X. Pareil, le nombre de comment dire de points qu'il va y avoir donc du nord au sud entre guillemets, enfin en tout cas distribué sur la hauteur. Donc on voit que par défaut c'est 1. Hein. Et donc les deux paramètres bottom cap et top cap, ah oui, alors ça veut dire que soit on va fermer avec, donc vous voyez que ici, en fait, notre cylindre, il est fermé en haut par des cercles. D'accord? Donc c'est ces triangles-là qui sont en haut et en bas qui sont ce qu'on appelle les caps de notre cylindre. Tiens, on va pouvoir essayer, alors on va essayer, tiens, le nombre de détails en X et le nombre de détails, tiens, en Y. Donc on va voir ce que ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, sur le pourtour, on a encore une fois très peu de vertex. Donc on va augmenter ça, on va mettre ça à 15. Voilà. Puis vous voyez que là, sur la hauteur, on a subdivisé donc notre hauteur avec 5 points. D'accord? Donc évidemment multiplié par le nombre de points qu'on a défini sur le pourtour. OK? Voilà. Donc on peut, tiens, on va essayer de passer bottom. Alors qu'est-ce que c'est? Boolean, boolean. Bah tiens, on va essayer de passer false et false. Là, normalement, voilà, on va dessiner. Vous voyez, notre cylindre n'a plus le cercle, enfin le cap ou le capuchon, je sais pas comment on dit, du haut ni du bas. Donc on a un cylindre vide. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'on peut explorer? Donc tiens, on va regarder, oui, le cône. Donc ce qui permet de dessiner, un cône, c'est une sorte, si on le voit comme ça peut être un cylindre en fait dont le top cap, le capuchon en haut, finalement se compresse ou se rejoint en un seul point. Donc je pense qu'on a les mêmes paramètres. Hein. Ça doit être cône, voilà, le rayon, la hauteur, c'est un petit peu pareil. Donc le détail en X, le détail en Y. Et si on a le capuchon en bas pour le dessin. Donc on y va. On va les dessiner. Donc cône, tiens, on va prendre un petit peu les mêmes paramètres que tout à l'heure, 150 et 200. Et que ça fonctionne. Donc là, pareil, hein, on aurait finalement toutes les fonctions en fait s'écrivent un petit peu de la même manière. Donc vous avez vu un sphère qui prend. Alors je pense que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je pense que le premier paramètre c'était pas le diamètre, et c'est vraiment le rayon en fait. Hein. Cylindre, donc pareil, on a cette notion de détail en X et en Y, et pareil pour le dessin d'un cône. On va avoir donc le rayon, la hauteur, et puis ensuite on peut passer des paramètres un petit peu annexes. Tiens, on va passer pareil, 5,5, et si on passe false, donc on ne va pas dessiner. Donc on ne dessine pas le cercle, le capuchon du bas. OK. Donc peut-être je peux vous montrer allez, le dernier objet, qui va être voilà, le torus, donc le donut.
le fameux donut. Et lui, bah, il va s'écrire, voilà, alors. Donc un rayon qui va être le rayon donc, du donut. Et tube radius, bah, je pense que c'est vraiment le rayon de la matière du donut. D'accord? Donc on va pouvoir aller dessiner ça. Allez, on va essayer ça. Donc on va reprendre, tiens, 150 pour le rayon. Et on va prendre pour donc le rayon du tube, on va prendre, tiens, 25. Ah, pareil, j'ai vu rapidement dans la définition de la fonction que, eh bien, on pouvait passer le nombre, finalement, vous voyez, de détail annexe. Je pense que ça va être le nombre de paramètres qu'on va avoir sur le pourtour. Et le détail en Y, c'est le nombre de points qui constituent le cercle, hein, vraiment, on va dire, de la matière du donut. Et tiens, on va ça. Donc là, vous voyez que quand on a un tube radius qui se rapproche finalement du radius, eh ben on a voilà, cet objet-là. D'accord? Donc c'est pas mal. C'est intéressant. Donc je vais laisser à des valeurs correctes. Alors, donc ça c'est pas mal. On a dessin, ce qu'on appelle, c'est du dessin, ça, wireframe. Et bah, en fait, on va pouvoir, avec assez facilement avec P5JS, travailler avec des éclairages. D'accord? C'est-à-dire que on va pouvoir définir des éclairages dans la scène 3D et on va pouvoir aussi définir comment l'objet va réagir à cet éclairage. Donc, je vais vous montrer vraiment rapidement les bases de ces fonctionnalités. Donc, il y a quelques fonctions en fait qui permettent justement de définir, on va dire, une lumière, ce qu'on appelle une lumière ambiante dans la scène 3D. Donc, lumière ambiante, c'est penser à une lumière globale un petit peu du soleil qui vient éclairer votre scène en entier. Donc là, on va l'éclairer avec une scène, avec une lumière un petit peu blanche. On va pouvoir donner une matière en fait à l'objet, en fait, en tout cas, ou une couleur à l'objet. Donc on va lui dire, ben voilà, par exemple, notre Thor, il va avoir une couleur, j'en sais rien, par exemple rouge, rouge un peu pâle. Et on va pouvoir définir ensuite ce qu'on appelle des spots lumineux. Donc vous allez voir, on va placer deux ou trois spots dans la séquence, enfin dans la scène, pardon, 3D. Et les spots, donc pensez hein, à lumière d'un spot, voilà, très donc directionnel. Donc ça va éclairer avec une couleur eh bien, notre scène 3D avec une direction. Donc on va dire, ben voilà, notre spot, il est positionné ici, il a telle couleur et il éclaire la scène. Donc on va y aller, on va définir ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc on va commencer peut-être. Alors on va se remettre, tiens. Je vais laisser, ben, on va prendre le Thor comme exemple de dessin 3D. On va le dessiner un petit peu plus petit, peut-être. Ouais, remarque, non, on peut le laisser en 150, c'est bien. On va se repositionner en dessin avec remplissage. Voilà, ici. Et on va, par contre, on va se débarrasser du dessin wireframe, donc du dessin des triangles ici. Donc on va se placer ici en no stroke. D'accord? Voilà, donc là on se retrouve, vous voyez, avec un tore en fait qui est, qui est blanc finalement. Donc première opération, on va définir une lumière en fait de scène hein. Donc pensez lumière du soleil. Donc ça, on va le définir. Où est-ce qu'on peut le définir ça? Je suis en train de réfléchir. On va le définir ici, tiens. On va le définir ici. Donc on va dire ici, donc c'est ambient light. Voilà, que c'est ça. J'ai un doute, hein, pardon. Je connais pas très bien les fonctions 3D. Donc je vais, voilà, c'est ambient, mais pardon. Donc ambient light, hop, voilà, je le surligne. Et donc ambient light, en fait, on va lui passer, comme pour les fonctions de dessin
avec Processing, avec P5JS qu'on a vu en 2D, on va lui passer donc une quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc là, on va passer 50. Hop. Vous voyez que déjà notre tore se colore donc avec la lumière, enfin en tout cas la couleur de la lumière ambiante. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer aussi, donc, alors je pense qu'on va lui passer une couleur d'objet. Donc là, pour l'instant, la couleur d'objet, vous l'avez vu, hein, c'est la couleur blanche, qui est pas la couleur de remplissage par défaut de processing. Et on va donc passer, alors on va essayer ça, on va lui dire qu'on veut, donc ça va être ici cette fonction un petit peu spéciale qui s'appelle Specular Material. Donc quand on parle de matériel avec un objet 3D, il faut imaginer que c'est vraiment voilà, des propriétés de l'objet, donc de couleur de l'objet, de comment va réagir l'objet aux différents éclairages. Donc là, on va lui passer, tiens, on va essayer ça, 200, 0, 0. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pas très flagrant, mais il y a une légère teinte rouge qui a été définie. D'accord? Donc si je voilà, coupe 200, 0, et on va l'éclairer un peu plus. On va l'éclairer 155, 255. Donc là, en gros, j'ai mis une lumière blanche qui irradie un petit peu partout dans la séquence 3D. Et vous voyez que bien ici, mon objet est bien défini par cette couleur, hein. Donc 200, 0, 0, ça correspond à du rouge. Donc là, on peut essayer, tiens, même rouge pétard, donc 255, 0, 0. D'accord? Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez essayer une lumière ambiante. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une lumière ambiante qui est, j'en sais rien, verte, notre objet qui est rouge? Ben, pas grand-chose, en fait. Donc c'est comme si l'objet, en fait, il réagissait vraiment que aux couleurs, voilà, à cette dimension ici rouge. Voilà. Donc là, on va placer au centre de notre scène, on va placer une lumière ponctuelle, hein. Donc on va placer une lumière, ce qu'on appelle une point light. Une point light, en fait, c'est un objet qui va éclairer dans toutes les directions. Et donc, dès qu'il va rencontrer en fait de la matière, entre guillemets, ou ici, bah, les facettes du tore, bah, en fait, il va les éclairer. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va placer une point light. C'est une fonction qui va prendre ici 6 paramètres. Donc, les 3 premiers paramètres, ça va être la couleur de ce point light. Donc là, on va pouvoir lui donner, bah, tiens, on va lui donner une couleur un peu pétard, 200, donc du vert. Et on va indiquer sa position. D'accord? Donc, on va indiquer sa position dans l'espace. Donc là, on va lui dire, tiens, qu'on veut être en 0, 0, 0. Donc là, il faut imaginer qu'on positionne vraiment une lumière au centre de la scène, ici, en 0, 0, 0. Et donc, cette lumière va éclairer eh bien, tous les objets dans la scène. D'accord? Il n'y a pas de notion d'atténuation. On a une lumière un petit peu parfaite qui éclaire voilà, partout notre séquence. Donc là, vous voyez que on se retrouve ici avec cette lumière-là qui éclaire voilà, depuis le centre de notre objet, enfin de notre scène. Pardon. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est on peut la déplacer, hein. Donc là, il faut imaginer que notre lumière, bah, pareil, elle est en train aussi de tourner avec notre tore, hein. Elle se déplace. Donc, on va pouvoir peut-être, tiens, on va la déplacer sur l'axe des Y. D'accord? Donc, on va
imaginez, on a notre tore, et puis notre lumière, on va la placer un petit peu en hauteur. Donc, on va la placer, on va la déplacer sur Y, donc, par exemple 150. Donc, on devra avoir notre tore qui est éclairé comme s'il était éclairé par le dessus. D'accord. Donc là, c'est pas très flag parce que l'axe des Y. Voilà, donc là, on a l'axe voilà, des Z, et vous voyez que là, quand on arrive sur l'axe des Y, ben, on a cet éclairage qui se fait par-dessus. D'accord. Donc, j'ai peut-être coupé la rotation, peut-être un peu perturbant. Voilà. L'axe des Y, ouais, j'aurais pu même le mettre, ouais, j'aurais pu le déplacer même sur l'axe des Z. Sur l'axe des Z. C'est pas forcément très flag là sur Y. Vous voyez, c'est comme si la lumière, en fait, elle éclairait un petit peu de mon point de vue. Donc, bah, pareil, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Et bah, qu'est-ce que ça fait ici si on déplace ici, voilà. Donc, la position de la lumière qui se déplace donc avec la position de la souris. Donc, forcément, c'est pas très très flag non plus. Là, je déplace en X et on va peut-être enlever moins 8 divisé par 2. Donc là, c'est peut-être un peu mieux. Et pareil, on va ici se déplacer en mouse Y, moins 8 divisé par 2. Là, vous voyez, on déplace notre lumière ponctuelle, hein, donc qui est vraiment, on a le tore, on a notre lumière, et puis on éclaire donc cet objet avec cette lumière verte, d'accord? Puis on va la déplacer ici par rapport au tore. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est que voilà, la lumière, on va la laisser là et on va faire pivoter peut-être voilà, notre tore. Rotate X, je vais le mettre ici. Et donc on va laisser notre lumière fixe, a priori. Non, elle n'a pas l'air fixe. Normalement, ah si, peut-être on va la mettre un petit peu plus loin. Tiens, on va la mettre ici, 300. Voilà, donc là, on est clair. Donc la lumière est fixe dans notre environnement 3D, puis on fait tourner le tore. Donc là, quand il passe sur la tranche, on voit bien là, que notre lumière éclaire bien ici éclaire bien notre tore ici. D'accord. Donc tiens, on va se mettre une autre lumière au centre. On va l'éclairer ici avec une autre lumière. Donc on va mettre une lumière, mais cette fois-ci qui va être au centre, donc en 0, 0, 0. Et pardon, 0, 0, 0, et on va lui dire une lumière ici qui va être bleue, par exemple. Ça, c'est lumière bleue. C'est le 0, 0, 200. Et au centre, parce qu'on est donc en 0, 0, 0. D'accord? Donc là, on va éclairer. Donc ça, on a le droit de le faire, d'avoir deux spots lumineux dans notre séquence. Donc on devrait avoir un centre du donut qui est un petit peu bleu et le reste là qui est éclairé en vert. D'accord? Donc et vous voyez que du vert avec du rouge, bah, ça produit du jaune, finalement, la combinaison des deux couleurs. Donc au centre, 0, 0, 0. Point light, allez, on va y aller, et normalement, donc on éclaire notre objet rouge avec une lumière bleue, on obtient ça. Donc on pourrait modifier, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais notre lumière ambiante. Là, vous voyez que l'objet, il y a un petit peu moins de lumière ambiante, donc là, c'est vraiment le spot qui éclaire notre objet. D'accord. Donc là, je vais peut-être augmenter, on va passer comme seul paramètre, je pense, c'est pareil. On va un petit peu augmenter ça. Et on peut, évidemment, ben, on peut dessiner pourquoi pas, notre torus. On pourrait dessiner
pourquoi pas une sphère ou tout autre objet. Donc, on va dessiner un autre torus, mais qui va être, je sais pas, tiens, on va le dessiner de 100 et de 25, d'accord? Donc, il va être de la même manière. Donc, pareil, on va pouvoir le faire pivoter, lui. Allez, on va lui donner une rotation. Donc, on va le faire pivoter donc sur l'axe des, on va le mettre sur la tranche, lui. Donc, sur l'axe des, on va le faire tourner sur l'axe des Y, de 90 degrés. Alors, voilà, c'est pas forcément. Donc là, vous voyez que la lumière verte, euh, ici, se déplace donc avec le mouse X et mouse Y, hein. Donc on a vraiment les tors ici, puis la lumière qui se déplace comme ça et qui vient éclairer, donc qui vient donner un angle, enfin, en tout cas qui éclaire l'objet depuis un autre angle. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, on pourrait définir, hein, voilà, le spécular matériel. Il faut le voir un petit peu comme étant le fil de notre objet en 3D, mais qui réagit à la lumière. Donc là, pareil, c'est une fonction qui s'utilise eh bien comme le fil. Donc si on veut définir, par exemple, pour notre tore numéro 2 ici, celui-ci, eh bien, une autre matière spéculaire, eh bien, on peut évidemment rappeler la fonction. Donc ici, hop, pour un autre, c'est pas forcément très très flag, on va le mettre ça comme ça, voilà. Donc là, l'objet est plutôt dans les bleus, d'accord? Donc là, tous les objets, en fait, dès que vous définissez ici la propriété specular material avec une ambient light et des point light, eh bien, vos objets, en fait, vont réagir à la lumière. Donc ça fonctionnerait pareil pour le cube ou pour la sphère ou pour tous les autres objets 3D que vous allez plonger dans notre séquence 3D. D'accord? Donc ça, on va l'utiliser dans notre séquence 3D quand on va faire les particules, qu'on va symboliser par des petites sphères. Et ces petites sphères, en fait, ben, elles vont être éclairées. On va positionner, alors, je sais pas, on va peut-être positionner des lumières au coin de notre univers, de notre cube, comme si on avait des projecteurs, en fait, qui éclairait la séquence. D'accord? Voilà, donc là, ce qu'il faut retenir là, pour cette rapide introduction à WebGL, ou en tout cas au mode WebGL de processing, c'est donc quand on rajoute le mot-clé WebGL, on se dote ici d'un troisième axe. Donc cet axe, c'est l'axe Z qui pointe vers nous. Et par défaut, on a l'origine du repère qui est au centre donc, de notre espace de dessin. Voilà. C'est les principales différences avec le mode 2D. Et ensuite, donc, eh bien, on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités liées à cette 3D, donc des choses qu'on ne peut pas utiliser évidemment quand on travaille en 2D, et tout ce qui est dessin ici d'objets, d'accord, notamment box, sphère, cylinder, cône, et puis ici torus qu'on a vu. Donc une fois qu'on a dessiné ça, donc vous avez vu, hein, il y a cette notion aussi de détail. Tous les objets 3D sont dessinés avec des triangles, donc ce qui apparaît bien quand on a vu le dessin de la sphère, du tore et puis du cylindre. Et donc en général, ben, ces fonctions s'accompagnent justement de la possibilité de paramétrer le nombre de triangles avec lesquels vont être dessinés ces objets. D'accord? Donc plus l'objet a de triangles, évidemment, et plus le temps à le dessiner va être important, d'accord? Ou à calculer, en tout cas, les points. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut rajouter assez simplement, vous avez vu, des lumières à notre séquence. Donc, ce qui revient à donner une couleur à notre objet via la fonction specular material. Et on va définir donc deux types de lumière. Alors, il y en a une autre que je ne vous ai pas montrée, qui est un petit peu plus complexe, dont je vous avais parlé justement en introduction, qui est la directional light, donc qui est vraiment une lumière directionnelle qui pointe et qui a une espèce de cône comme ça
de faisceaux lumineux. Donc là, on a utilisé les versions les plus simples qui sont donc ambient light, lumière globale, hein, lumière, on va dire, du soleil, et point light, donc un point positionné dans l'espace, ici, avec donc ces trois paramètres, et avec une couleur. Donc ça, c'est vraiment de la lumière qui rayonne dans toutes les directions et qui éclaire donc tous les objets de la scène. D'accord? Voilà. Donc, ce qui permet, donc là, pareil, on pourrait définir un troisième point light. Il n'y a pas de problème. Donc, Processing se charge en tout cas de calculer les effets de la lumière voilà, sur ces objets. OK? Donc, on va appliquer ces connaissances de 3D à notre sketch donc de particules qu'on avait vu. Donc, ça nous permettra de revoir un petit peu la notion de tableau qu'on avait vu il y a 2 semaines. Plus, on va rajouter une dimension. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu le sketch donc de ces particules, hein. On avait modélisé des particules avec des propriétés donc de position dans l'espace, x, y, et des propriétés aussi de vélocité, de vitesse. Donc, on avait créé des tableaux Vx et Vy associés. Et on pouvait comme ça mettre à jour les positions en fonction de ces vitesses et comme ça créer ou en tout cas gérer des particules. Donc là, on va passer dans une représentation en 3D et on va symboliser ces particules par des sphères ou autre chose. D'ailleurs, on pourra, pourquoi pas, s'amuser à dessiner des tores ou des sphères ou des cubes. Donc oui, le 3D template, j'aurais dû le dupliquer. J'ai été bête encore une fois. Alors je vais dupliquer ça, pardon, comme ça le template sera prêt et je vais appeler ça 3D objet. Et je passe si vous voulez le faire tourner ce sketch. Je vais juste rééditer le template, voilà, pour qu'il soit ici, cours numéro 10. Et voilà, je vais enlever tout ça. Voilà, pour avoir le template de propre. Donc là, on va retourner ici sur cette partie-là, et puis on va aller travailler donc sur le template particule 3D. Donc, vous pouvez vous déplacer sur ce sketch. Je passe ici dans le chat. Et donc ce sketch, il est composé de tous les éléments qu'on avait vus il y a 2 semaines, pardon. Et notamment, il contient donc des variables qui sont associées donc à des tableaux. D'accord? Donc ça, vous vous souvenez, on avait cette variable NB ici, qui allait décrire en fait le nombre de particules qu'on allait avoir sur notre écran. Donc ça, on pouvait le changer simplement ici en en-tête. Et ensuite, on allait créer 4 tableaux. Donc 2 tableaux qui correspondent à la position X et Y de nos particules. Donc là, la création d'un tableau, hein, je vous rappelle, un tableau, c'est une structure en fait qui permet de stocker un ensemble d'objets qui vont être indexés. D'accord? Donc si on crée un tableau de 5 objets, ces objets, on va pouvoir y accéder par leur index qui va de 0 jusqu'à 4. Donc ça, c'est pratique parce qu'avec une seule variable, finalement, on peut gérer un ensemble d'objets. Donc là, c'est ce qu'on fait. On crée un tableau de dimension 5, donc sur X, sur Y, et pareil donc pour Vx et Vy. Et donc les tableaux, c'est des structures en général auxquelles on va accéder, ou en tout cas qu'on va initialiser avec des boucles. Donc là, dans le setup, ici, on avait créé de canvas, donc 500-500, auquel on va adjoindre donc, ici, le mot-clé WebGL. Là, hop, directement, ça nous donne accès à notre univers 3D, donc avec nos 3 axes X, Y et Z, donc centrés sur l'écran.
Donc l'initialisation, là pour l'instant, je l'ai laissé vide. On va remplir. Et simplement, voilà, ici dans la fonction draw, on va avoir donc background 220, couleur de fond, là les options de dessin pour l'instant qui correspondent plus à du dessin 2D. Donc ça, on va rajouter ce qu'on vient de voir sur les lumières. Et ici, bien notre boucle donc, qui prend un index ou une variable i qui parcourt donc, les valeurs 0, etc. jusqu'à nb-1, donc par pas de 1. Et ici, donc, ce qu'on avait vu, donc la mise à jour de la position de notre particule. Hein. Donc, on va ici avoir x égale x plus vx. Donc, ça prend la position en cours x. Ça lui rajoute donc la quantité vx qui correspond à la vitesse. Et on reçoit ça dans la variable x. Hein. Donc, ça, c'est une écriture tout à fait, je dirais, tout à fait classique qu'il faut bien voir en deux temps. Donc d'abord, ce premier temps, on réalise l'opération donc, qui est à droite du égal. Donc on va prendre la valeur courante de x, lui rajouter vx, faire cette opération. Une fois que cette opération est faite, eh bien, on sauve le résultat dans cette variable x. D'accord. Donc là, voilà, encore une fois, l'écriture peut paraître un petit peu absurde hein, d'écrire quelque part x égale enfin, x plus 2. Mais voilà, il y a pas de, c'est pas une égalité, hein, d'accord? Le signe égal, ça reste un signe d'affectation. On va placer une valeur à l'intérieur d'une variable. Donc on fait pareil. Alors la petite nouveauté, par contre, que j'ai rajoutée par rapport à la semaine, enfin il y a 2 semaines, c'est cette variable-là, dimension. Et dimension, en fait, ça va représenter, si vous voulez, la dimension du cube, en fait, dans lequel vont être plongées les particules. Donc là, on avait travaillé plutôt sur le canvas et on avait les limites, finalement, pour nos particules de l'univers, c'était les limites de notre canvas, hein, donc, qui étaient définies par 0 et width, donc à gauche et à droite, et 0 et 8 en coordonnées en haut et en bas. Donc là, on va plutôt se plonger dans un cube et c'est ce qu'on va faire. On va déjà d'abord le représenter, en fait, ce cube, dans un premier temps, avant d'animer nos particules. D'accord. Donc, on va le représenter. Alors, je suis en train de me dire on n'a pas initialisé les particules. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser les particules. Parce que si on ne le fait pas, les valeurs qui vont être présentes dans x crochet i et v de x crochet i, eh bien, ne seront pas valides. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser les variables ici. Et on va placer nos objets donc, au centre de la scène. Donc, ce qui, dans notre environnement 3D, revient à les positionner en 0, 0. Hein. Donc, on va ici, hop, écrire x crochet i. Donc ça correspond à la position x de notre particule numéro i. On va la positionner en 0. Et pareil, on va dire x crochet i égale 0. D'accord. Donc ça, peut-être tout à l'heure, on le modifiera. Et au lieu de les faire partir toutes du centre, on les fera partir, voilà, au hasard, une distribution aléatoire dans notre cube. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va rajouter la dimension Z maintenant. On va en avoir besoin. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter ici un tableau qui va stocker les coordonnées Z de nos particules. Donc, vous voyez qu'on va passer de la 2D à la 3D en rajoutant donc une composante. Donc, ici, pareil, on va créer donc, un nouveau tableau qui s'appelle VZ qui va contenir donc les positions les vitesses pardon, en Z, donc sur la profondeur de nos particules. Okay. Donc j'ai rajouté ces deux lignes ici, array B et VZ égale array B. Okay. Donc ça c'est pas mal. Et puis pareil ici, donc dans la boucle de création, on va dire que Z crochet I, on va le positionner à 0. Donc on va positionner aussi pareil les vitesses en X. Donc on va dire Vx crochet de I. Et là, on va choisir donc des vitesses
aléatoire, ce qu'on avait fait, hein. Donc là, on va choisir une vitesse aléatoire sur l'axe des x entre, j'en sais rien, par exemple, je crois qu'on était sur du -2,2. Et on va faire pareil donc pour vy. Ça aura pour effet de faire partir nos particules un petit peu dans toutes les directions. D'accord. Et y, pareil, random de -2,2 et v de z crochet i de -2,2. Donc là, ce que je dis ici, c'est que j'initialise toutes mes particules au centre de la scène, enfin en tout cas à l'origine de la scène qui est au centre pour nous. Et ici, donc, je leur donne une valeur aléatoire, donc avec des composantes sur x, y, z, donc choisies sur un intervalle entre -2 et 2. OK. Donc là, ça c'est bon. Tous les calculs ici vont se faire de manière valide. Donc on va tester ici. Je vais ouvrir la console et voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine, si ce n'est le fond. Donc c'est logique, hein. Voilà, je fais que simplement ici calculer les particules. Donc les quantités dans les tableaux se modifient, mais pour l'instant, j'ai aucune option de dessin qui est positionnée ici dans la boucle. Donc c'est ce qu'on va faire et on va commencer par dessiner le cube en fait dans lequel vont être enfermées nos particules. Et donc ce cube va avoir pour dimension, eh bien ici 300. D'accord. Donc on va le dessiner ce cube et on va le dessiner en fil de fer. Donc on va ici se positionner donc en stroke 0. On va lui dire nos fils ici et on va dessiner donc une boîte donc, qui va avoir donc, la dimension dim. Donc ça, tiens même, on va éliminer ça. On va juste garder le no stroke puisqu'on va vouloir dessiner donc, nos particules sous forme d'objets 3D. Mais on précisera ensuite les conditions d'éclairage de cette scène 3D. OK. Voilà. Donc ça, c'est l'univers dans lequel vont évoluer nos particules. Donc maintenant, elles vont rebondir un petit peu sur toutes les parois. Donc ça, c'est ce qui va être vraiment assuré par ces conditions aux limites qu'on avait vues. Donc ça, je vous rappelle, ça veut dire donc on parcourt toutes les particules. Donc on est vraiment dans la boucle. On met à jour leur position et puis on va regarder ces positions. Donc là, on va dire si la position de la particule, la position x de la particule numéro i est supérieure ou égale à dim divisé par 2, donc ce qui va correspondre ici à cette partie sur la droite. Ça, c'est l'opérateur logique ou si on se situe en moins dim divisé par 2, donc ici plutôt à gauche, eh bien c'est ce qu'on faisait, on inversait la vitesse, d'accord? Donc une particule qui se déplace comme ça, qui tape une paroi, eh bien on inverse sa vitesse, d'accord? Donc ce raisonnement était exactement valable sur Y aussi. Et on va le rajouter, évidemment, vous avez compris, sur Z. D'accord. Donc attention ici, on va dupliquer, je vais copier-coller. Donc ici, condition pour Y. Et je vais changer ici. Donc attention, hein, vous changez tous les Y. Donc ça, c'est la condition qui va faire rebondir nos particules sur la paroi du fond et puis sur la paroi là, qui fait face à nous. Et de la même manière, il faut que l'on mette à jour donc, cette variable Z. Et donc, on va avoir Z de I égale Z de I. Et l'on rajoute la quantité VZ crochet. Vous voyez, hein, quand il y a vraiment une symétrie entre les écritures, puisqu'on traite de la même manière toutes les dimensions, que ce soit X, Y ou Z. Donc, il y a une symétrie dans cette écriture. Donc, je vais faire tourner ça, juste pour voir qu'il n'y a pas d'erreur.
Donc, j'ai pas de message d'erreur sur la console. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder donc au dessin de nos particules. Donc là, les variables, les tableaux sont en train d'évoluer. Les tests sont effectués, mais pour l'instant, on ne représente rien. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et on va représenter bien nos particules par des sphères. Donc on va dessiner des sphères et pour limiter en fait on va dire le calcul et puis le temps de rendu, on va passer les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire les sphères, le détail en X et détail en Y. Donc à les sphères, on passe premier paramètre donc qui est le rayon. On va dire en rayon, j'en sais rien, allez, de 5. Et détail en X, on va passer ce qu'on avait tout à l'heure, les paramètres, on va dire, allez, 10 et 10. C'est pas mal. D'accord. Si on lance ça, eh bien, on ne devrait rien voir puisqu'on est en stroke. Donc, je vais mettre pour l'instant sans commentaire. Et normalement, voilà, on devrait avoir donc, des particules, alors là, qui évoluent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas, on dessine ici une sphère, mais on l'a pas déplacée pour l'instant. On n'a pas déplacé cette sphère. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ici avec la fonction translate. Cette sphère-là, elle se dessine au centre de l'écran puisqu'on n'a appliqué pour l'instant aucune transformation. Donc ça, on va lui dire, déplace-toi ici, donc en X crochet de I, Y crochet de I et Z crochet de I. D'accord? Je vous rappelle que translate, c'est une fonction cumulative, c'est-à-dire que si on fait plusieurs translates de suite, eh bien, on déplace l'origine du repère de la quantité en fait qu'on a passé en paramètre x, y, z. Donc on va protéger, je vous rappelle, cette transformation par un push et ici un pop. D'accord. Donc qu'est-ce que fait push? Push va sauvegarder l'état du repère en cours, donc qui pour nous là est le repère tel qu'il est, hein, c'est-à-dire au centre avec les axes x, y et z qui sont par défaut. Donc on se déplace au niveau de la particule, on la dessine et on restaure avec la fonction pop le repère tel qu'il était au moment du push. Donc on va revenir au centre avec les axes bien alignés. Donc ce qui va nous permettre pour la prochaine particule de la dessiner à sa position, de revenir au centre du repère, de dessiner la particule et ainsi de suite. D'accord? Donc si on n'avait pas mis le push et le pop, en fait on se déplacerait au niveau d'une particule et puis à partir de là, on se déplacerait de la quantité qui correspond à la position de la deuxième particule. Donc on aurait des particules en fait distribuées un petit peu n'importe comment. Donc là, on va essayer ça. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc là, on a bien les particules. Peut-être je me dis, tiens, 10, c'est un petit peu trop. On va utiliser, je ne sais pas. Ou alors peut-être on va les agrandir un petit peu nos sphères. C'est un peu trop. Donc on va aller mettre les 6, on va voir. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu amené nos particules, hein, le raisonnement qu'on avait fait en 2 dimensions, bien on l'a amené en 3 dimensions et simplement on a rajouté une dimension Z. D'accord, on n'a pas, j'allais dire, pas trop réfléchi, puisqu'on a un petit peu dupliqué le code qui était valable pour X et Y, et on l'a dupliqué sur la dimension Z, en tout cas sur les coordonnées Z. Alors ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la possibilité en fait d'observer un petit peu cette scène sous toutes les coutures. Donc on va rajouter une rotation sur l'axe des X et une rotation sur l'axe des Z qui va dépendre de la position de la souris. D'accord. Donc on va maintenir cette logique à l'intérieur du cube, hein, les particules. Alors on peut évidemment, j'y pense, mais changer ici le nombre de particules. Donc on va rajouter là. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'interactivité, donc la possibilité d'observer cette scène
un petit peu, ou de la faire pivoter en fonction de la souris et on va rajouter aussi, bah, un petit peu de lumière, d'accord? Pour donner un petit peu de consistance. Alors peut-être, tiens, on va d'abord rajouter les lumières, donc ce qu'on avait fait. Donc avant de dessiner les particules, c'est-à-dire ici, donc avant la boucle, on va leur donner ici, on va rajouter, tiens, le no stroke et on va leur donner donc un specular material. Ah donc je sais pas, on peut leur donner, je sais plus ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va leur donner un specular material un petit peu, gris. Allez, on va dire 150, ça va être bien. On va rajouter une ambient light. Pareil, on va être sur, j'en sais rien, niveau de voilà, niveau de gris de, bon, je sais pas, de 100 et on va positionner donc pas la peine de rentrer dans la boucle, hein, puisque si on rentrait dans la boucle, ben, on aurait autant de lumière que de particules. Donc là, c'est bien, on se met bien avant la boucle et on va ici, eh bien, rajouter un point light. Voilà, ben, on se positionne. Alors on va lui donner une couleur, tiens, rouge, donc 255,0, et puis on va la positionner donc au centre de notre scène. Donc je sépare bien ici ce qui relève de la couleur de notre point light, de sa position. D'accord? Donc là, le centre ici de l'écran va correspondre donc au centre de notre scène 3D. Alors, je me suis mis en no fill, donc je suppose que on va essayer, mais si je réactive le specular lighting, on va voir si je dois rappeler fill pour qu'il prenne compte du remplissage de l'objet 3D. Donc là, ambient light, on a défini la couleur de nos objets. Et on a défini donc une lumière, donc elle devrait être éclairée en rouge depuis le centre, donc avoir une sorte de, voilà, de côté rouge. Donc on y va. Donc il n'y a rien qui se passe, pas d'erreur sur la console. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon, ben, on va réactiver le fil, donc je pense que c'est peut-être ça qui lui pose problème. Et on va mettre fil de 155 par défaut. Ouais, ça posait problème. Donc là, vous voyez que nos particules sont éclairées, donc effectivement, depuis le centre. Alors l'éclairage est pas foufou. On va agrandir la taille de nos particules. On va les passer, tiens, en 50. Ouais, donc elles vont un petit peu, du coup, elles vont un petit peu déborder, forcément. Donc on va dire, allez, enfin, ça devrait être raisonnable. Donc là, on voit bien, si on suit une particule, là, celle-ci, bah, vous voyez que finalement, cette espèce de cône rouge là, enfin d'éclairage, eh ben, vraiment éclaire la partie de l'objet en fait qui est eh bien qui prend l'éclairage. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une point light. Alors je réfléchis. Peut-être on va rajouter une point light, tiens, à droite et à gauche, comme s'il y avait donc des lumières qui éclairaient à droite et à gauche. Donc on va se mettre une point light. Allez, on va mettre une point light verte qui va être donc en moins dim divisé par 2. Donc là, ça va être ici et 0, 0. D'accord? Donc on devrait avoir nos objets qui sont éclairés en vert, mais voilà, depuis la gauche. Donc là, vous voyez qu'on a ce phénomène mélange vert et rouge. Donc ce qui produit ici, ce qui produit du jaune. On va peut-être augmenter la lumière ambiante. On va passer à 200. Donc là, vous voyez, on voit hein, le fait qu'on ait des sphères qui ne sont pas hyper précises. Donc on va peut-être augmenter la précision pour améliorer aussi la précision du calcul de l'éclairage. Voilà, donc là, c'est un petit peu mieux.
Et on va placer une autre lumière de l'autre côté. Tiens, allez, light, voilà, 0, 0. Donc attention, on va se positionner en dim divisé par 2. Alors je crois qu'il y a aussi une. Alors je vais aller voir dans la référence, mais la propriété de l'objet, justement, comment il va réagir à cet éclairage ponctuel ici. Et je crois que. Alors, ouais, je crois que c'est ça. C'est shininess. Voilà, shininess, en fait, voilà, vous voyez, ça permet de définir un petit peu le. Voilà, quand la lumière arrive sur l'objet, ben, en fait, si voilà, ça repart un petit peu dans tous les sens ou si c'est concentré ponctuellement. Donc, tiens, on va essayer ce paramètre-là, shininess, notre éditeur. Voilà, on va le mettre ici, shininess 1. Changer grand-chose, on va essayer 10. Voilà, voilà. Peut-être un peu plus. Là, presque on voit la réflexion du spot lumineux ou du point lumineux en fait sur notre sphère. Donc ce qui est pas mal en fait. Bon ben tiens, on va essayer de rajouter une autre lumière sur le dessus. On va rajouter une lumière là, une lumière de plafond. Une light, donc on va se mettre en 0. Et donc dim, on va être à moins de dim divisé par 2. Et on va éclairer avec une point light qui va être blanche. D'accord. Donc là, on devrait peut-être avoir parfois des effets voilà, des effets de saturation. Donc là, vous voyez que parfois on voit que la sphère déborde un petit peu là, surtout ici, on le voit quand elle arrive vers nous. Alors pourquoi ce phénomène? Ben parce qu'ici, en fait, on teste vraiment, on fait des tests par rapport au centre de notre sphère. En fait. Donc si on voulait être correct, il faudrait qu'on teste, qu'on tienne compte en fait du rayon de notre sphère. Hein. Donc non pas tester le centre, mais plutôt les bordures de nos sphères. Donc ça, on pourrait le faire, c'est ici simplement préciser les conditions un petit peu aux limites. Bon, donc c'est pas mal. Alors est-ce qu'on peut changer tiens, on va essayer shininess 20. Voilà, donc là, c'est carrément beaucoup plus ponctuel. Et bah, tiens, on va rajouter une lumière, allez, une point light sur le bas. D'accord. Donc on a à droite, à gauche, en haut et en bas, des lumières qui viennent éclairer nos sphères. Donc je vais mettre tiens, une couleur un peu au pif comme ça, et on va voir. Voilà, donc là, on l'éclaire d'un peu partout, et de droite, de gauche, d'en haut et d'en bas. Et donc, vous voyez que bah, les couleurs, en fait, se combinent. Donc, peut-être Specular Material, on pourrait donner peut-être plus sympa, en rouge, comme ça. Ça fait un petit peu boule de billard. Je vais diminuer le shininess, on va se mettre à 5. Voilà, puis on va faire pivoter tout ça, voilà, euh, pour, euh, pour avoir un petit peu une image, voilà, regarder un petit peu notre scène. Alors, comment on va faire pivoter tout ça? Ben, on va utiliser en fait les fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, je vais faire pivoter l'ensemble du cube sur son axe des Y. Donc, on va le faire pivoter comme ça. Et on va faire pivoter donc toute la scène et bien ici. Donc, on va faire une transformation. Donc, allez, juste avant peut-être de dessiner ici, on va se faire donc un rotate Y. Donc, hein, vous vous souvenez, Y, c'est l'axe qui pointe vers le bas. Et donc, faire pivoter, ben, on va faire tourner comme ça. Et on va ici rajouter tout de suite. Alors, ça déconne. Alors, pourquoi le. Ah oui, non, le cube ne tourne pas. Alors, oui, il y a plusieurs choses en fait.
Pardon. Le frame count, on va le mettre vraiment ici. Et donc là, rotate Y, donc on a cet effet là de, voilà, de billes qui deviennent un petit peu folles. C'est parce que on travaille ici par défaut en radian. Donc on va se mettre ici un angle mode degrees. D'accord. Là, ça va très vite parce que en fait, 1 radian, ça correspond à peu près, sans dire de bêtises, ça correspond à peu près à voilà, une centaine de degrés. Donc ça va, en fait, ça tourne très vite. Voilà. Donc là, on voit rien. Voilà, donc là, on est mieux. Alors, on va diminuer peut-être un petit peu la vitesse ici. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous permet d'observer la scène un petit peu depuis un autre point de vue. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pousser un petit peu, hein. On va essayer, tiens, avec, je sais pas, avec 50. Donc, à mon avis, ça va commencer un petit peu à ramer. Ah non, ça va, ça tient bien. Et voilà, un petit peu. Peut-être on peut changer aussi ici le paramètre 400. Voilà. On peut être un petit peu presque avec nos billes. Tiens, on va se mettre en 500. On est à l'intérieur, là, comme si on était à l'intérieur d'un, je sais pas, d'un soda ou d'un truc comme ça. On va essayer, alors on va aller jusqu'à 100 pour voir. Ça tient. Je sais pas si ça tient sur votre ordinateur, donc ça, je pense que c'est vraiment lié à la puissance de la carte graphique. Bon, sur le mien, ça tient, c'est cool. Et on peut jouer peut-être, tiens, sur les dimensions de la bille. Je vais diminuer ça. On aurait pu mettre ça dans une variable d'ailleurs. Voilà, tiens, est-ce qu'on peut faire, tiens, on va câbler la distance à ce cube par le mouse Y. Allez, on va faire ça. Donc en rajoutant un translate ici. Donc on va déplacer ici translate. On va se rajouter un translate, hein, donc qui va déplacer l'origine du repère, 0, 0. Et si on met par exemple un nombre négatif, donc j'en sais rien, moins 100, on va repousser donc cette séquence, ou en tout cas la scène, au fond de l'écran. D'accord. Donc là, on va se mettre plutôt à moins 500 par exemple. Et donc là, on va pouvoir jouer ici avec mouse. Allez, on va mettre mouse Y directement ici. Moins mouse Y. D'accord. Donc là, allez, on peut se. Voilà, donc quand je suis en mouse Y 0, donc ma souris en haut, ben, je suis par défaut dans la configuration dans laquelle j'étais. Et puis par contre, plus mouse Y augmente, c'est-à-dire plus je déplace ma souris vers le bas, et puis plus le Z du translate ici eh bien, devient négatif. Et donc, voilà, c'est comme si, en quelque sorte, je reculais ma caméra, hein, ce qui a pour le même effet que de reculer l'objet. Voilà. Là, vous voyez que les choses deviennent plus précises. On pourrait même mettre, tiens, mouse Y divisé par 2 points, par 2,5, par 3. Donc là, pareil, on pourrait rajouter une autre rotation dans un autre sens. Ça fonctionnerait pareil. Ça va pour l'instant? Donc on pourrait essayer aussi de dessiner. Alors on a dessiné des sphères, hein, mais on peut essayer de dessiner autre chose. On peut essayer par exemple, on va essayer de dessiner, on va voir comment ça réagit à la lumière. On peut essayer de dessiner des box par exemple. Donc
ce qui peut être pas mal aussi. C'est intéressant de voir comment ça réagit à la lumière. Bah, je pense que c'est un peu plus rapide quand on dessine évidemment des box. Il y a beaucoup moins de triangles que des sphères, donc on va pouvoir peut-être pousser un petit peu le nombre. Allez, je vais tenter le diable un peu. Je vais essayer de pousser jusqu'à 500. Ouais, 500, il commence un petit peu à. C'est moins fluide là. Il y a moins d'images. Je vais diviser par deux, tiens. On va diviser par deux. Et donc, bah, pareil, on peut essayer après. Alors, voilà, là, je pense que ça va ramer. Si j'essaye la place des box, on va essayer de dessiner. On va essayer de dessiner des. Ouais, je pense que ça va ramer. Bon, on va essayer juste pour, voilà, pour voir si comment ça tient. On va essayer de dessiner bah, des torus. Donc, il va prendre en paramètre. On va passer, tiens, on va passer, j'en sais rien, 20 et 5. Donc 20, c'est pour le rayon extérieur et 5, c'est pour le rayon voilà, de la matière. Ouais, c'est pas mal. Et ça fonctionne. Bon, je suis étonné que ça rame pas parce que là, du coup, on est à 250 tors. Donc c'est pas mal, ça tient bien. Bah, écoutez, j'avais pas prévu de vous faire travailler, enfin, j'avais pas prévu de faire plus, donc on est allé peut-être un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ce 3D? Moi, non. Non, vous êtes plus trop nombreux là. J'avais pas vu que vous étiez plus Ouais, que en deux. effet. Mm. Ouais. Bon, fin du semestre. Pas de questions, Jérémy, sur ça, ni Camille. Non, moi ça va. Ça va, vous avez réussi à suivre un petit peu ou c'est pas allé trop vite sur cette dernière partie-là de 3D? Non, non, ça va. Après, des fois, il y a des. Enfin, vous faites des choses très rapidement parce que vous avez l'habitude, mais c'est vrai Oui. que on a un peu du mal à assimiler des fois, mais bon, on comprend très bien. C'est juste le temps Ah oui, de ouais. s'habituer, quoi. Ouais, ça il faut me le dire. C'est vrai que j'ai. Mais non, non, sinon c'est très clair. Merci. Bon, super. Ben écoutez, je sais pas, j'ai pas prévu plus en fait pour aujourd'hui. Puis bon, voilà, on n'est plus trop nombreux. Ben écoutez, je sais pas, si vous avez pas de questions, ben, je vous propose qu'on arrête ce TD-là. Euh, alors, a priori, on se revoit demain matin. Je sais pas si vous avez vu sur Euh, votre hyper oui, planning. je voulais vous en parler parce qu'en fait, demain matin, on a des présentations orales en fait. Ah, d'accord. Toute la matinée et on sait pas. Bah après, si on avait eu un ordre de passage, on aurait pu s'organiser, mais on sait pas du tout comment Oui, ça se passe. alors moi honnêtement, c'est l'administration qui a placé ces cours. Ça m'arrange pas des masses. Ok, Donc peut-être on va le déplacer plutôt vers la fin de la semaine. Je pense ce cours. d'accord. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Comme j'ai vu que vous avez pas mal de rendus, je crois, pas mal de choses cette semaine. Oui. C'est peut-être Ouais, pour cette absence aussi. oui, je pense. Ben, j'ai regardé l'hyper planning hier soir. Effectivement, c'est une semaine assez dense. Bon, écoutez, je vais voir ce qui est possible de faire. Et puis, voilà, on va dire que pour demain matin, on va s'arranger, on va déplacer le TD. OK? Après, on peut peut-être voir pour. Enfin, là, j'ai notre emploi du temps sous les yeux et le Oui, mercredi matin, on n'a rien. Je sais un pas trop. mercredi matin. Ouais, moi, ça m'arrange pas beaucoup. D'accord. Mercredi matin, ouais. Moi, j'ai problème aussi d'emploi du temps. Bah, sinon, Euh, ce sera le vendredi, je pense. Le vendredi, on a. Ah, ça dépend des gens, mais il y en a qui n'ont pas cours de la journée. Il y en a qui ont Dimitri Messu Ah oui.
ligne d'espace. D'accord. Et ben, ouais, tu penses que vendredi, ça vous... Parce que moi, ça m'arrangerait le vendredi matin, en réalité. Bah, je crois qu'ils ont cours l'après-midi à partir de 13h30, si je me Ouais, souviens bien. d'accord. Bon, ben écoutez, si vendredi, je vais voir ce qui est possible, d'accord? Mais vendredi OK. matin, moi, ça m'arrangerait largement, OK, plus que demain matin, ok? ça marche. Bon, ben je vous laisse. Puis je vous envoie un petit mail. Je mets la vidéo. Tiens, mais d'ailleurs, je vais arrêter la vidéo. Et puis, oui, et puis je vous tiens au courant dans l'après-midi pour le dernier cours. OK? OK, Ok. Bon, ben merci beaucoup merci à vous. et ben bon courage pour la Merci à semaine. vous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.